Je me présente donc Marcel Bonny. Certains me connaissent, d'autres pas. Je dois dire que dans les personnes qui ont répondu présentes, bien, et vous allez avoir des personnes, donc la parole est ouverte à tout le monde, hein, mais en tout cas qui ont une expérience parfois depuis plusieurs années avec nos tests, notre méthode, puis d'autres personnes qui sont plus en découverte, qui ont, par exemple, prescrit ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et donc c'est un mix de personnes, et ça peut faire la richesse de l'échange. Donc voilà, je vais commencer. Alors, je vais vous dire que c'est enregistré. Pourquoi? Parce que pour les personnes qui ne pouvaient pas, on a proposé ce replay. Vous dire merci, hein, d'avoir répondu quand même, pour cette première édition, présent. Comme j'ai dit précédemment, on va essayer de faire en 1 heure, avec une partie introductive de ma part, heu, 1/4 d'heure, je vais essayer. Et puis alors ça, c'est un gros challenge pour Camille, je sais, Liners, heu, 30-40 minutes, maximum. Je dis challenge parce que d'habitude Camille, ben, il parle toute la journée, quoi. Donc là, ça va, mais il l'a accepté, je le remercie. Donc Camille Liners, que vous connaissez aussi, c'est notre référent scientifique, depuis, il se présentera lui-même, depuis plus de 20 ans. C'est lui qui a, disons, participé au lancement des tests ImmuPro, mais aussi de la méthode, et c'est lui aussi qui, répond à toutes les questions que vous pouvez avoir dès que ça atteint un niveau technique ou scientifique qui nous dépasse. Donc un grand merci à Camille parce qu'il est très présent et il nous aide. Voilà, donc juste comment ça va se dérouler, s'il vous plaît, si vous pouvez effectivement couper vos micros, ça permettra voilà, de pas avoir d'interruption. Ce qu'on a proposé, c'est d'enchaîner les slides, et donc de vous demander de lever la main, et lorsque vous avez une question, et dans l'ordre, on traitera chaque question. Vous pouvez aussi utiliser la conversation, hein. Ma collègue va noter tout ça, et donc à l'issue des 2 présentations, on vous donnera la parole. Voilà, l'un après l'autre ou l'une après l'autre. Alors, juste pour vous dire que c'est une première édition. J'espère qu'il n'y aura pas trop de ratés, mais en tout cas, il y en aura d'autres. On n'aime pas trop se donner des impératifs, des objectifs, tout, voilà, mais on se dit qu'une fois par mois, ce serait pas mal. On va varier les thèmes. Là, c'est un thème très général, mais on peut aller, heu dans des thèmes plus spécifiques. Vous voyez? Heu, Samia Riaoui est là, je lui passerai la parole plus tard, mais on travaille sur l'endométriose, donc on pourrait très bien prévoir de faire un module comme ça sur l'endométriose, mais on peut aussi parler d'auto-immunité, on peut parler de tous les sujets connexes finalement aux problématiques de syndrome inflammatoire chronique. Voilà. Donc, pour ce qui est du reste, bah, je vais commencer. Heu, voilà, comme je l'ai dit, on va faire du synthétique, mais on va essayer d'aller à l'essentiel, et n'hésitez pas donc à nous poser des questions après. Donc voilà, je vais partager mon écran. Heu, voilà, normalement ça va marcher. Tac, et après Camille fera pareil de son côté. Hem, voilà, et l'enregistrement devrait commencer. Voilà, alors c'est voilà, je dois à tout prix remonter. Voilà, voilà, et ensuite voilà. Voilà, donc on parle aujourd'hui des hypersensibilités. Le terme est important, puisque en fait, c'est un terme générique. On parle aussi d'hypersensibilité alimentaire, bien sûr, retardée, et aussi d'allergie de type 3. Un titre un peu long, mais en fait, c'est important, disons, de ce point de vue-là, de toujours bien préciser de quoi on parle. Pourquoi? Parce que, ça peut créer disons des questions, et le domaine des hypersensibilités est très large, le domaine des allergies. Donc, de quoi on parle? Quels symptômes associés? Ceux que vous voyez au quotidien dans vos cabinets? Alors le test ImmuPro, qui est donc ce que l'on propose, hein, que vous avez expérimenté, d'où il vient, et finalement, quelles sont les différentes versions? Après, une question qui vous est peut-être posée, ou que chacun peut se poser, c'est pourquoi effectuer une analyse ImmuPro? Pourquoi prescrire une analyse ImmuPro? Et enfin, la méthode ImmuPro, c'est très important, parce qu'en fait, ImmuPro, c'est un test, mais c'est surtout un après-test, et une mise en musique, hein, d'un changement, de son alimentation.
ou de l'alimentation personnalisée que l'on va proposer. Et disons, faire un test et s'arrêter là, ben, c'est quand même dommage. Toute la valeur de ce que l'on propose réside dans justement la méthode qui, s'il est appliqué, ça demande beaucoup d'explications, mais aussi de compliance, hein, comme on dit, de la part du patient. Bah, s'il est appliqué, les résultats arrivent, hein, et on reviendra là-dessus. Alors, je vais donc, comme j'ai dit, être synthétique. Je ne vais pas lire toutes mes slides parce que vous les aurez, mais peut-être des points clés, vous voyez. Voilà, donc quelque chose à bien intégrer, vous l'avez tous fait déjà, je pense, dans votre majorité, c'est la différence entre les différents types d'allergies alimentaires, avec donc la façon de les mettre en évidence, hein, par quelle immunoglobuline, IgE ou IgG, et selon des fonctionnements différents, avec des manifestations différentes. La réaction classique à IgE est immédiate, on l'a compris. Elle est le résultat d'une cascade de réactions dans le corps que vous connaissez, avec la caractéristique, c'est ce gonflement soudain, problème respiratoire, et puis qui peut aller vers vraiment un mode d'urgence, le choc anaphylactique. Donc, ce qui est intéressant de dire, c'est que, bah, disons que il n'y a pas une grande diversité d'aliments responsables. Alors, on parle de la consommation d'un aliment, et vous verrez la différence avec les allergies retardées, qui sont souvent un mélange d'aliments à la base. Et ensuite, si vous voulez, voilà, la personne, d'une certaine façon, les personnes savent, si vous voulez, de quoi il s'agit. D'autant plus, c'est pas dans cette slide, on en a une autre qui est plus diversifiée, c'est que il n'y a pas tant de variétés que ça, si vous voulez, de causes d'allergie de type 1 finalement. Alors que dans le cas de l'allergie de type 3 aux IgG, si, c'est pas pour rien qu'on fait un test complet avec 270 aliments. Vous voyez? Les tests panel, comme on dit, à IgE, alors selon les caractéristiques, respiratoires, alimentaires, les trophes allergènes comme on parle, bah, c'est une vingtaine, vous voyez, de composants testés. La rémission est impossible, ça c'est une réalité, c'est difficile alors que dans le cas des IG, et ça c'est un message très fort à faire passer, on peut très, très bien réduire ces allergies retardées, en tout cas, faire quelque chose. Alors que dans le cas des IgE, OK, on peut parler de désensibilisation, mais disons que, c'est plus compliqué. Et une chose essentielle, parce que vous allez croiser ces cas de figure, le test ImmuPro ne détecte pas les IgE. Donc, l'allergie à la fraise dont on va vous parler, qui ne sort pas dans le test ImmuPro, ben, c'est une réalité. Non, on ne peut pas la sortir puisqu'on on ne détecte pas. Les symptômes, vous voyez, sont un peu indifférents. Dans le cas des IgG, je suis dans la colonne 2. On a une grande diversité, on va y revenir, hein, et on est quand même dans la chronicité, c'est-à-dire c'est des symptômes qui vont s'installer dans le temps, parfois très longtemps. On voit migraine, mais et vous le savez, des personnes vont vivre avec cette souffrance et cet handicap de migraine où on arrête, on ne peut pas aller travailler, on est dans le noir, etc., pendant de longues années. Et puis voilà, le test ImmuPro arrive au bon moment, arrive à un moment dans l'esprit des gens, il y a une prise de conscience. Et là, si vous voulez, effectivement, vous allez avoir des migraines chroniques depuis longtemps qui disparaissent. Donc ça, c'est une réalité, c'est même publié, c'est même décrit dans des études que Camille présentera certainement. Donc voilà, la rémission est possible, je l'ai dit. Voilà, je vais accélérer un petit peu. Les symptômes aussi, ben, vous aurez cette slide. Vous voyez que c'est très diversifié, comme je l'ai dit. Problème de poids, alors c'est un focus comme on dit on va développer dans les prochaines semaines. Pourquoi? Parce que, ben, on a fait le sport, on a fait la fatigue chronique, on a fait la migraine. Dans nos actions de communication, on ne peut pas tout faire en même temps. Hem, on a beaucoup parlé aussi d'auto-immunité. En tout cas, le problème de poids, c'est juste pour votre information, c'est par là qu'on a commencé il y a 20 ans, avec Camille Linners, hein. Effectivement, au départ, le test ImmuPro, de façon un peu réductrice, hein, c'était un test pour maigrir, d'accord? En Allemagne, puisque ça n'existait pas en France, dans notre maison mère.
Et c'est comme ça que le test a été présenté au départ. Depuis, ben non, on en parle un peu moins, même si, dans la réalité, du fait, si vous voulez, des effets, reconnus maintenant, eh bien, la rétention d'eau, le meilleur fonctionnement métabolique, vous allez avoir effectivement souvent, et c'est la cerise sur le gâteau, une perte de poids et surtout pas cet effet yo-yo. Pourquoi? Parce que les personnes dégonflent et comme, je l'ai dit, on éteint comme ça, on élimine cet effet yo-yo de reprise de poids. Je pense peut-être Camille en parlera aussi. Voilà, vous aurez cette slide, c'est tous les champs finalement et il y en a beaucoup. Alors fatigue chronique, on aurait peut-être pu rajouter dépression, c'est-à-dire toute l'affaire psychologique. Effectivement, il y a un lien évident entre, le cerveau et puis tout ce qui se passe dans la sphère digestive et donc il est certain que, cette fatigue chronique, on va retrouver de l'entrain et en tout cas, c'est décrit. On va avoir des personnes qui se sentent revivre, qui retrouvent de l'énergie, et qui sortent parfois dans des états de alors on va pas dire de dépression grave, mais en tout cas de manque d'entrain. Ça, c'est une réalité aussi. Voilà, je passe à la deuxième partie, je suis dans les temps, je pense. Les différents tests. Alors, il faut savoir qu'on a commencé, il y a 20 ans, comme je l'ai dit, un peu plus, hein, maintenant, puisque les années passent, mais je crois que les premiers tests en Allemagne, c'était 99 par là. Nous, en France, on a commencé en 2003. On n'avait qu'un seul test, hein, c'était le 270 aliments. Vous voyez sur la droite. Il a changé de nom depuis, il s'appelle ImuPro Complet et on a à ce jour, 6 tests. Alors, pourquoi? Parce qu'on a l'ImuPro Base, qui contient, comme l'ImuPro végétarien, 90 aliments. D'accord? Les tests se différencient par le nombre d'aliments testés, Heu par aussi, à quoi ressemble le résultat donné. Vous allez avoir toujours des conseils effectivement, mais le guide, nutritionnel comme on l'appelle, eh bien, il apparaît à partir de l'ImuPro-Base. Il faut savoir que le test, ImuPro-Screen, on va dire, c'est une dizaine de pages. Bah, le test de 170 aliments, dans certains cas, il atteint 120 pages. Vous voyez? Avec des recettes, ça c'est quelque chose qui est une réalité d'un livre de recettes, mais ce guide nutritionnel, voilà, qui est important parce que vous recevez, le résultat, enfin vous-même en tant que thérapeute, mais aussi la personne reçoit et elle va lire ce livre, qu'elle reçoit et ça va lui donner des repères, quoi, sur, et tout ça est bien sûr personnalisé. Alors, une petite spécificité sur, les autres choses que l'on propose, il est possible sur la même prise de sang alors dans le cas de, 270, c'est fait systématiquement. Alors candidat albicans, c'est en option pour tous les autres tests, mais pour le test complet, vous allez avoir la sérologie, hein. On parle bien de sérologie dans le sérum, des anticorps qui vont pouvoir être détectés, signe d'un contact ancien ou récent, avec candidat. Ça peut être important, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup et sur la même prise de sang, vous pouvez aussi avoir des mesures sur l'histamine et par le biais, du dosage de la DAO, c'est-à-dire une déficience dans cette enzyme qui entraîne une moindre efficacité à finalement l'assimilation, la dégradation de l'histamine. Ça aussi, c'est possible à faire, c'est effectivement ce que l'on propose à partir de la même prise de sang. C'est optionnel. Voilà, voilà. Hem Que dire d'autre? Dire que, une question que vous allez avoir, bah, quel test dois-je choisir finalement? Sachant que, les différents tests, vont avoir une différence, fondamentale, c'est le prix. Ça, il faut le reconnaître dès le départ. Le 22 aliments est à 98 €, c'est ce que doit payer le patient, ce n'est pas remboursé, d'accord? Comme ne l'est pas le 270 aliments qui lui à 516 €. Vous voyez, le côté budget est important et on le reconnaît. On a effectivement, heu, souvent, des explications à donner sur ce prix, d'accord? Heu, alors là-dessus, si vous voulez, le test que l'on vend toujours le plus, c'est le 270 aliments. Ça, c'est la réalité, avec peut-être une tendance du développement du 90 aliments. Mais c'est vrai que, on entend par exemple souvent: je veux savoir, je fais la totale», comme on nous dit et c'est pour ça que le test, complet est le plus souvent demandé. Ensuite, si vous voulez, sur la notion de prix, c'est vrai que de ce point de vue-là,
nos farouches, enfin il y en a quelques-uns opposants, vont nous dire c'est un test très cher. OK, ce qui ne veut pas dire grand-chose entre nous parce qu'un prix, finalement, c'est toujours relatif. Mais ce qui est certain, c'est que vous allez à l'hôpital pour faire un test gliadine. Alors OK, gluten, hein, ou lait. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait tellement d'autres, hein, qui sont faits pour un dosage IgG. Eh bien, la facturation, alors c'est remboursé, OK, c'est au-delà de 50 €. Donc si vous faites 50 multiplié par 270 aliments, vous voyez bien que notre 516 €, il est très, très loin de ce que ça devrait coûter. C'est la même technique utilisée, hein. Donc si vous voulez, tout est relatif. Ce test-là ne nécessite pas d'être fait tous les 3 mois ou d'être refait tout simplement. En tout cas, c'est ce que l'on dit et puis ma foi, lorsqu'on est en recherche, j'ai parlé d'une migraine qui dure depuis 20 ans, OK, et qu'on veut vraiment s'en sortir parce qu'on a tout compris sur l'importance de son alimentation, qu'on est en souffrance, hein, heu, vous croisez tous les jours des personnes en souffrance, d'accord? Et à qui on dit, quand je dis «on», c'est pas vous, hein, que c'est dans la tête. Donc si vous voulez, tout est relatif, mais bon, on donne quelques guidelines. Le 22 aliments, par exemple, est très, très bien fait pour, une alimentation pas trop diversifiée. Par exemple, les enfants. Alors les enfants, on parle de une fois que leur système immunitaire s'est stabilisé, on indique nous-mêmes, Camille pourra revenir là-dessus, après 1 an, d'accord? Ou plutôt tester avant la mère, hein, ça c'est intéressant, avant la conception. Mais en tout cas, heu voilà, on peut donner quelques guidelines, comme on dit en anglais, mais surtout, on a sur internet ou sur demande la liste des aliments. Et il y a des choses un peu spécifiques. Par exemple, le café n'est testé que dans le complet et le 44, d'accord? Le 44, il est intéressant. Ce qui fait, si vous voulez, la différence entre 44, 90 et cetera et le 22, c'est que tout est classé par famille, par groupe, pardon, d'aliments et donc il faut savoir que plus vous avez d'aliments testés, plus vous allez pouvoir, faire les bonnes substitutions. D'accord? Si on considère, les légumes dans le test complet, je ne pense pas me tromper en disant qu'il y a au moins 20 légumes, dans cette famille-là et donc si, vous êtes, réactif, on va dire, des IgG positifs par rapport à 2 aliments, de cette famille, eh bien vous aurez toute la variété possible, de pas faire d'erreur, par rapport aux 18 autres testés. Ce qui n'est pas le cas si vous faites un test, plus petit. C'est-à-dire que, une des clés, c'est effectivement de prendre en compte ces IgG, comme on les appelle, prendre en compte son profil, mais surtout de ne pas faire d'erreur de substitution. Je l'ai fait moi-même, donc j'aime pas trop donner mon exemple parce que c'est pas bien, mais bon, j'ai remplacé, le gluten. J'étais, il y a 20 ans IgG positif. D'ailleurs, je le précise, je le suis toujours, hein. Hem, J'expliquerai pourquoi plus tard. Et puis j'ai fait donc la substitution, sur le maïs, d'accord? Heu et puis voilà donc si j'avais pas eu cette information plus tard, ben, c'est vrai que le maïs, il est sorti positif à terme. Voilà, donc plus on a un test complet et plus on peut, disons, reformuler son alimentation, revoir son alimentation sans faire trop d'erreurs. Voilà, ça c'est l'avantage. Hem, il s'agit de bien expliquer ça. On a un petit, document, c'est comme enfin, c'est un petit livret qui donne donc la liste de tous les aliments, par test. Voilà, je vais pas aller trop loin parce que là, je vois que je commence à prendre du retard et Camille va s'impatienter. Mais c'est vrai que donc le test ImmuPro, nous, ce que l'on garantit, si vous voulez, c'est avant tout, sa maîtrise au niveau de sa réalisation. Parce que c'est notre métier, donc ImmuPro fait partie de notre gamme de produits. On est dans pas mal de domaines de la sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire, par exemple, pour le gluten, eh bien, c'est lié avec l'étiquetage. Tout ce que vous voyez sans gluten, offert en produits industriels, hein, eh bien, je peux vous dire que dans le monde entier, hein, c'est le résultat d'un contrôle, d'une analyse, absence de gluten, notamment de gliadine, et ça, si vous voulez, c'est fait avec un test et c'est un test que nous-mêmes nous fabriquons. On est, disons, reconnus par toutes les associations, disons de lutte contre la maladie cœliaque. En France, c'est la DIAG, hein, qui, recommande l'utilisation exclusive, de nos tests.
pour la détection dans les aliments éventuels de traces de gluten. Donc voilà, si vous voulez, c'est notre métier de fabriquer des tests. Et en soi, ImuPro n'a pas une technologie différente. À la base, ce sont des anticorps, c'est une fixation. Pour ceux qui connaissent, c'est la technique ELISA. Et ça, si vous voulez, il faut le maîtriser. Ça ne peut pas être fait chez soi ou dans un garage, non. Pourquoi? Parce qu'il y a des normes. Pourquoi? Parce qu'on est contrôlé. Vous voyez, lorsqu'on vend dans le monde entier, comme c'est notre cas, eh bien, nous avons la FDA, nous avons différents organismes qui viennent contrôler. Et donc, si vous voulez, c'est ça qu'on met en avant au même titre que bien différents aspects, notamment concernant le montage du test. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais effectivement, c'est un dosage, donc il y a des standards. Et donc ces standards, ils sont définis par l'OMS, c'est ce qu'on met en avant. Ensuite, une notion très importante, c'est de faire in vitro ce qui se passe in vivo, notamment par rapport aux extraits que l'on utilise et que l'on fabrique. Vous voyez, sans rentrer dans tous les détails, mais un test, c'est un puits. Au fond du puits, vous allez déposer, fixer des extraits qui ont été préparés. Et la réaction va consister à aller chercher les anticorps s'ils sont présents et les mettre en évidence par une réaction de couleur ou un autre système. En tout cas, c'est le principe de l'ELISA. Donc, franchement, le test, il est maîtrisé, je dirais, sur le support, c'est du plastique, sur le contre-anticorps, c'est connu. Par contre, l'extrait, écoutez, effectivement, là, il faut du savoir-faire. Il faut aussi considérer que une tomate, je donne toujours cet exemple, elle est consommée crue ou consommée cuite. Et les protéines, dans ce cas-là, sont complètement différentes, d'où l'importance d'avoir un extrait qui se rapproche le plus possible de, finalement la présentation au niveau de l'organisme au cours de la digestion. Pourquoi? Parce que c'est une réaction contre les protéines qui vont être dégradées plus ou moins au cours de la transformation, du chauffage, etc. Après, ce que l'on met en avant, et ça c'est quand même quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans, c'est cette fameuse sensibilité au gluten non cœliaque, qui est maintenant reconnue, hein. Je n'ai pas la slide, mais on a quand même, si vous voulez, un taux de positivité qui va varier, allez, on va dire entre 1 et 10%, maladie cœliaque en Europe, on va jusqu'à peut-être pas 10, mais 7% en Italie. On sait pourquoi, en Irlande aussi, du fait de mode de consommation. En France, on est plus 1, 2%. Par contre, lorsqu'on parle de sensibilité au gluten non cœliaque, c'est mon cas, hein, là, on est plutôt sur des chiffres de 30 à 40%. Donc jusqu'à peut-être 4-5 ans, ça n'existait pas. C'est-à-dire, on avait mal au ventre, on était mal, on avait ces fameuses allergies retardées de type 3 qui existent, hein, c'est pas nous qui les avons inventées, elles sont enseignées à l'école, en école de médecine. Et finalement, on vous disait: «Non, vous n'êtes pas cœliaque, on n'a rien vu, circuler quelque part». D'accord. Maintenant, c'est plus le cas et je dirais que notre test, ImuPro est le plus sensible de ce point de vue-là et le plus reconnu. Il y a eu des études, donc docteur Mussy n'est pas là, mais lui, il a vraiment depuis le début beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Voilà, reproductibilité et précision, c'est au cœur même des performances. Il faut savoir que non, le test ImuPro ne va pas dépendre du repas de la veille. Vous voyez, et ni de l'avant-veille d'ailleurs. Et si vous faites une prise de sang le matin et vous faites la même analyse sur cette même prise de sang le soir, 2 séries d'analyses, vous aurez les mêmes résultats. Et finalement, la photo que l'on prend, hein, d'IgG, elle est instantanée, ça on est d'accord, mais elle dure dans le temps, quoi, par nature même des immunoglobulines. Donc si vous voulez, cette précision, cette robustesse aussi, ça n'apparaît pas ici, c'est la clé, si vous voulez, de ce que l'on propose, c'est-à-dire vous pouvez faire confiance aux tests, vous voyez? Alors, il peut y avoir des anomalies et à ce moment-là, Camille intervient, on creuse. Vous voyez, un test qui sort à 0, ça existe, d'accord? Il peut y avoir des raisons, on creuse, mais d'une façon générale, il faut, et c'est la base de tout, que vous fassiez confiance bien sûr, mais que vous donniez cette confiance. C'est ça qu'on essaye de mettre en avant. Contrôle interrogatoire régulier, ça c'est très important. Vous avez compris que
le test, il n'est pas fait partout. Il est fait dans des laboratoires spécialisés, des laboratoires que nous avons sélectionnés et qui sont contrôlés. Voilà. Donc ça, c'est très important à savoir aussi. Ces laboratoires reçoivent en aveugle des échantillons et ils vont être quelque part, ils vont devoir prouver qu'ils travaillent bien. Voilà. Je ne vais pas aller trop vite, vous connaissez les procédures, il y a plusieurs approches. Juste préciser que effectivement la prise de sang peut être faite dans un laboratoire d'analyse. Vous avez peut-être expérimenté vos patients des rejets, mais franchement, c'est de plus en plus rare. Nous, on est sur Lyon, on travaille avec tous les laboratoires et je pense que sur Paris, il n'y a pas trop de problèmes non plus. Ça peut arriver, dans ce cas-là, il faut nous appeler, mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a aussi la voie par une infirmière et il y a aussi le prélèvement sur buvard qui existe. C'est possible de déposer son sang, son sérum sur vous ou le faire déposer en tant que praticien. Voilà. Donc là, vous avez la procédure. Alors là, je ne vais pas aller trop les résultats, le guide nutritionnel. Vous voyez, on voit sur la gauche effectivement comment c'est présenté. Il y a un code couleur, très important. Il y a aussi le dosage en microgrammes par millilitre dont j'ai parlé précédemment. Vous avez ici, si vous voulez, effectivement, c'est important, un dosage qui est fait, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais surtout, donc pour la personne, un code couleur, d'accord, vert, orange ou rouge, on y reviendra. Mais surtout pour vous, plutôt, le dosage. Alors, le seuil de positivité, disons, initial, il est à 7,5. Donc, vous voyez, là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais on trouve la carotte à 7,2. OK, on est vert, mais il faut quand même prendre en compte tout ça, puisque en fait, on a des très belles courbes de Gauss, pardon, et en règle générale, lorsqu'on se rapproche de 7,5, c'est assez rare, et en bon biologiste, hein, il faut considérer qu'il y a une zone grise autour de 7,5. Donc, vous voyez, 7,2, 7,3, 7,4, il faut s'en méfier. Ça pourrait être la prochaine fois 7,6 ou 7,7, de passer donc du vert au rouge. Toujours donc regarder les valeurs qui sortent. Voilà. Je ne reviens pas trop là-dessus. Pourquoi effectuer? Je pense que vous maîtrisez, c'est très diversifié. Chez les sportifs, on a énormément travaillé il y a 2 ans, avant le Covid, on avait fait même un congrès à Paris. Clairement, on s'adresse à tous les sportifs, mais sportifs de haut niveau. Aussi, on a des très bons témoignages au niveau championnat du monde, olympique, etc. Mais surtout les blessures, mais surtout la récupération qui est importante et aussi l'envie. Vous voyez, un sportif de haut niveau, surtout en individuel, ben, il va passer par des phases et là, ça peut être important de voir son alimentation, comme on le sait tous, hein. Voilà. Alors là, juste très rapidement, et je vais aller vite parce que autrement je vais me faire disputer par Camille. 3 phases. La méthode IMUPRO, elle a évolué dans le temps. Elle n'était pas tout à fait la même au tout début, mais il faut vraiment ne pas oublier d'en parler. La méthode IMUPRO, c'est tout sauf une élimination à vie d'aliments. En rien, on a un régime, si vous voulez, strict à vie. Moi, je vous ai parlé de mon gluten, j'ai aussi la vanille, voilà. Il m'arrive d'en reconsommer. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai encore des IgG qui ressortent. Je n'ai pas complètement éteint mon système immunitaire. Par contre, je ne souffre plus depuis 20 ans de problèmes récurrents que j'avais. D'accord? D'inflammation chronique localisée. Donc, mais par contre, si vous voulez, ce qui est important, c'est de passer ce message. Vous allez à terme pratiquement pouvoir consommer de tout. D'accord? En rotation, c'est un mot très important. Mais la phase initiale, qui est la phase 1, c'est en fait la phase où on va prendre tous les aliments qui sont sortis positifs, orange ou rouge, et on va, disons, à titre personnel ou vous-même à titre de préparateur, vraiment thérapeute, vraiment, le conseil principal, c'est essayer d'être le plus compliant possible. C'est-à-dire, on ne fait pas les choses à moitié. Il ne faut pas entendre: «Ah, j'ai baissé un peu. Ah, je prends des pâtes qu'une fois par semaine si c'est le gluten», ou voilà. Non. Vraiment, on fait les choses ou on ne fait pas. On a payé, on s'est engagé, on a compris, autant le faire bien. On vide ses placards s'il le faut, on met de côté, voilà. Et pendant 5 à 8 semaines, on essaye d'éliminer de son alimentation ces fameux IgG positifs. Là-dessus, il se passe quelque chose, on y reviendra. La deuxième phase, c'est la provocation, où on va réintroduire individuellement chaque aliment. Et pour définir pour chaque aliment, ça c'est très important, le statut, déclencheur ou non déclencheur. Pourquoi? Parce que ça, il faut l'expliquer, il faut le comprendre. Tous les IgG positifs ne sont pas déclencheurs. D'accord? On peut avoir des IgG qui sont détectés au-delà du seuil physiologique.
8, 10, beaucoup plus. Et ces aliments-là sont particulièrement bien assimilés, on va dire, traités par le système immunitaire. IgG élevé ne veut pas dire obligatoirement déclenchement de symptômes. La seule façon de le savoir, ben, c'est de passer par ces 2 phases successives. Phase 1, élimination. Phase 2, un test finalement individuel, un par un, au bout de 5 à 8 semaines. Et la phase 3, bah, c'est la stabilisation. C'est mon cas après 20 ans. J'ai baissé certains IgG, vous voyez la bonne chance que j'ai, le dernier test que j'ai fait, j'ai plus de cacao. Voilà, j'en consomme quand même un petit peu, mais ça a baissé. Et surtout, j'ai diminué considérablement mon inflammation de bas grade. Et disons, voilà, je peux manger absolument tout. Et je sais, lorsque je fais une dérive trop importante sur des aliments déclencheurs, je vais, entre guillemets, le payer. C'est une expression, mais en tout cas, je sais qu'il peut y avoir des symptômes qui se remettent en route. Voilà. La phase 1, élimination, vous aurez tout ça, réduire et supprimer les inflammations chroniques, c'est l'objectif. Rotation sur 4 jours, élimination stricte, 5 à 8 semaines, vous aurez peut-être des questions là-dessus, mais c'est important de le faire de façon très stricte, autant que possible, hein. Est-ce que c'est grave si je fais un écart pendant cette période? Non, mais il ne faut surtout pas faire des petites périodes de 3 jours. Non, il faut essayer de le faire aussi bien que possible. D'accord? Ça, c'est important à faire passer. La provocation, eh bien là, si vous voulez, on va, comme j'ai dit, tester le statut de chaque aliment avec, si vous voulez, on commence le lundi et on reprend donc, selon son choix dans la liste, peut-être ceux qui nous manquent le plus, s'ils nous manquent. Ce que j'ai pas dit avant et c'est important, c'est que pendant la phase 1, il se passe quelque chose et c'est ça une des clés de, on va dire, pas de la réussite, mais si quand même de du bon retour que l'on a. Les personnes se rendent compte que l'effort qu'on leur demande, c'est un effort tout de même, eh bien ils en sont récompensés. C'est-à-dire il y a effectivement quelque chose qui se passe. Ça peut être sur sa balance, hein, on a parlé du poids, mais ça peut surtout être dans un meilleur ressenti, une fatigue qui était bien installée, qui commence à baisser. Et puis, migraines, on a vu des migraines au bout d'une semaine qui ne se reproduisent plus, quoi, alors que c'était toutes les semaines. Oui. La provocation, donc là, c'est important de faire un par un et d'observer les symptômes sur 3 jours. Et je vais finir là-dessus. La stabilisation, c'est après. À l'issue de ces 3 phases, et finalement, vous allez avoir quoi dans votre alimentation? Les aliments neutres, IgG négatifs, il faut les consommer, il faut les diversifier au maximum, hem, en rotation, voilà. Ensuite, bah, vous avez la famille des IgG positifs du départ et parmi ces IgG, certains sont déclencheurs et d'autres sont non déclencheurs. Sur 270 aliments, je vous donne une moyenne, vous allez avoir, allez, 30 aliments IgG positifs. C'est une sorte de moyenne, c'est peut-être 30, 50. On monte parfois à 200. C'est là où on appelle Camille parce qu'il nous aide comment on traite les profils à 200. Mais la moyenne est entre 30 et 50. Et sur ces 30 et 50, allez, on va dire peut-être que 10%, peut-être un peu plus, vont être déclencheurs. Donc, c'est pas tous les aliments qui sont déclencheurs. Ça, c'est un gros message à faire passer. Donc, une fois que vous avez compris ça, eh bien, vous mangez en rotation. Les aliments déclencheurs, eh bien, vous essayez de les laisser de côté. Vous pouvez les retester ensuite, si vous voulez, dans un an, par une simple provocation, bien sûr. Moi, j'ai eu il y a 20 ans, il se trouve que je consommais j'étais sportif, je consommais beaucoup de bananes séchées. Bah, non, j'ai même pas testé, je ne mets plus de bananes séchées dans mon sac de sport. Pourquoi? Ben, c'était, toujours des problèmes de contracture et j'ai mis le doigt sur le problème. J'avais ce déclenchement d'inflammation très localisé, d'accord? Au niveau notamment des chevilles, mais aussi au niveau des épaules, qui est complètement disparu. Donc vous voyez, j'ai pas réintroduit, disons cet aliment. Après, pour les aliments, qui sont non déclencheurs, il faut s'en méfier. C'est le message qu'on fait passer et essayer de ne pas les reprendre, de façon, régulière tous les jours. En rotation, là aussi sur une semaine, 4 jours. Donc voilà un petit peu la règle du jeu, qu'il faut appliquer. En plus, après, ça devient tout à fait naturel. Je vais finir là-dessus, je vais passer la parole à Camille, en m'excusant parce que j'ai un peu été un peu plus long que prévu. Vous avez ici les contacts, on a développé beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Je voudrais remercier mon équipe parce que franchement, c'est pas tout à fait moi qui fais tout ça, pas du tout même. J'ai un œil bien sûr, je m'inscris, mais en tout cas Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, tout ça,
C'est une réalité. Vous avez beaucoup d'informations qui sont passées. Merci Pénélope, merci Camille. Il y a un deuxième Camille, hein, c'est Camille Rondel. Et puis maintenant Sandy qui nous a rejoint. Merci à vous parce que c'est à elle qui revient tout ça. Vous avez un numéro pour nous appeler. Je vous invite vraiment à voir notre site. Il s'est un petit peu élargi avec d'autres tests. On n'a pas KimuPro, on a aussi le domaine des neurotransmetteurs qui est très intéressant, qui existe comme test. Et on a aussi un test de fonctionnel du microbiote, comme on l'appelle, qui permet vraiment de mettre en évidence sur selle des dysbioses, des manques, des choses à corriger au niveau des grandes familles fonctionnelles du microbiote. Ça marche très bien. C'est quelque chose qui a été développé aussi à l'origine en Allemagne et que l'on implante petit à petit en complément d'ImuPro. Ça peut paraître c'est très intéressant parfois de faire les deux en même temps, en tandem, comme on l'on dit. Voilà. Je vais passer la parole, comme on a prévu de le faire, à Camille. Je vous remercie parce que et je vous m'excuse, j'étais un petit peu plus long. Camille, si tu peux faire en 10 minutes, s'il te plaît. Non, c'est un joke. Camille, tu prends le temps qu'il te faut. Ok, merci Marcel. Donc voilà, je m'appelle Camille Liners, je suis biologiste d'origine et comme Marcel l'avait dit, donc dès le début avec ImuPro. Bon, je ne vais pas passer trop de temps à me présenter parce que sinon on aura du mal à suivre. Voilà, donc je vais donc partager mon écran aussi. Vous le voyez? Bon, je sais pas. Quelqu'un peut me répondre? Est-ce que vous voyez le... Ouais, c'est bien Camille, c'est impeccable. Oui, okay. Donc aujourd'hui, je vais parler un petit peu des aspects scientifiques de nos études. Et après, donc, on aura donc aussi, donc, il y avait quelques questions qui ont été posées auxquelles donc je vais aussi répondre. Donc, tout d'abord, je vais discuter quelques allégations qui sont là et qui ne sont pas correctes. Donc, en fait, c'est surtout de la part des allergologues qu'on est attaqué. Et une des allégations, c'est que les IgG sont un signe de tolérance. Donc, il faut savoir que tous les propos qui sont engagés par soit les sociétés d'allergologie ou d'autres se basent sur cette publication ici à gauche qui spécifie très bien que c'est le dosage des IgG4 qui n'est pas recommandé pour diagnostiquer une intolérance alimentaire. Et là, je dois dire, effectivement, c'est vrai. Donc, c'est vrai pour les IgG4, mais c'est faux pour les autres sous-classes d'IgG. Et il faut savoir que nous ne testons pas les IgG4 ou que très, très rarement les IgG4 qui sont très élevés, qui sortent positifs chez nous. Sinon, ce sont à 99% des autres sous-classes pro-inflammatoires, notamment les IgG1, 2, 3 et 4. Quelle est la différence entre les IgG4 et les autres? Ben, c'est que les IgG4, en fait, c'est l'anticorps des allergologues, c'est-à-dire c'est l'anticorps qu'on essaye de booster lors d'une désensibilisation en allergie IgE. Donc, dans ce cas-là, donc on sait que les IgG4 sont environ 1000 fois plus concentrés que les IgE, donc ils rentrent en compétition avec les IgE pour l'allergène présent. Et de ce fait, puisqu'il ne libère pas d'histamine ou très peu d'histamine, il n'active pas le complément, il n'attire pas les phagocytes, donc il n'y aura pas de réaction symptomologique. Donc, pas de réaction dans un test de provocation, et de là, on déduit que les IgG et surtout donc, les IgG4 sont protecteurs. Donc, voici les sous-classes des IgG, donc IgG1, 2, 3 et 4. Ils neutralisent tous l'antigène, c'est-à-dire ils fixent l'antigène. Et maintenant, ça devient important. Donc, pour déclencher une inflammation, il faut que ce complexe antigène-anticorps soit visible par les phagocytes. On appelle ça opsonisation, et on voit bien que c'est les IgG1 et les IgG3 qui peuvent le faire, un petit peu les IgG2, mais surtout pas les IgG4. La deuxième condition pour déclencher une réaction inflammatoire, c'est l'activation du complément. Et là, encore une fois, on voit que c'est que les IgG1, 2 et 3 et pas les IgG4 qui peuvent faire ça.
En ce qui concerne les récepteurs sur les mononucléaires ou les neutrophiles, et surtout sur les neutrophiles, c'est ceux qui nous intéressent dans notre cas, et bien, encore une fois, ce n'est que les JJG 1 et 3 qui peuvent le faire et pas les JJG 4. Donc, en conclusion, on peut dire que les JJG 1 et 3 ont un pouvoir pro-inflammatoire, tandis que l'IgG 4 a un pouvoir protectif anti-inflammatoire. Et que donc les IgG4 ne peuvent pas déclencher ni détecter une allergie alimentaire de type 3. Donc ça, c'est essentiel. Et bon, en France, il n'existe pas trop de tests en IgG4. Dans d'autres pays, il en existe. Mais donc, c'est essentiel de savoir que nous, on détecte principalement à 99% les sous-classes pro-inflammatoires. Comment ça se passe au niveau de la muqueuse intestinale? Eh bien, vous avez trois possibilités. Soit vous avez un terrain anti-inflammatoire. Dans ce cas-là, vous avez une surexpression des T lymphocytes régulateurs vis-à-vis des TH17. Donc ça, c'est ceux qui sont importants pour produire des IG pro-inflammatoires. Vous avez encore la réaction TH2, qui est donc la réponse humorale, dont on croyait que c'était cette réponse humorale qui est aussi importante pour tout ce qui est anticorps, donc aussi les anticorps IgG. Maintenant, on sait que en fait, c'est les TH17 qui est important pour les IgG pro-inflammatoires. Donc, vous avez un antigène, il sera reconnu par le Major Histocompatibility System et par les cellules présentatrices d'antigènes. Et maintenant, donc, tout dépend, surtout au niveau intestinal, du milieu du terrain. Donc, si on a un terrain anti-inflammatoire, et ceci, bien sûr, là, le microbiote il joue un rôle très, très important. Ben, vous avez donc la production de TGF-bêta, ce qui va entraîner une tolérance. Donc ici, on n'a aucune production d'anticorps, et c'est le cas normal, je dirais. Par contre, si vous avez un terrain plutôt prédominant en TH2, qui prime les TH régulateurs, dans ce cas-là, vous avez deux options. Soit vous avez la production d'IL4, IL5, qui, par exemple, causée par un polymorphisme génétique, donc une surexpression de cette interleukine-là, et puis donc vous allez produire des IgE. Si vous avez plutôt un terrain anti-inflammatoire qui va produire des IL10, vous allez avoir la production d'IgG4. Par contre, si vous avez un terrain pro-inflammatoire, vous allez produire des interleukines pro-inflammatoires et entre autres l'IL17. Et l'IL17, elle va donc générer des anticorps des classes 1, 2, 3 pro-inflammatoires. Dans le premier cas, vous avez la dégranulation des mastocytes, libération d'histamine et ensuite donc une allergie classique de type 1, symptomatique et au pire une anaphylaxie. Dans le deuxième cas, vous avez la fixation de l'allergène donc par l'IgG4, pardon, qui va transporter ce complexe humain dans le foie où il sera dégradé par les macrophages. Dans ce cas-là, on est toujours dans le domaine d'allergie de type 1, mais asymptomatique. Et finalement, donc, si vous êtes dans le troisième cas, avec les IgG pro-inflammatoires, vous avez une activation du complément, la phagocytose de ce complexe humain par les neutrophiles. Et dans ce cas-là, donc, on est dans le domaine de l'allergie de type 3 ou de l'inflammation chronique. Et là, il y a eu une très, très belle publication il y a 10 ans qui a été faite à l'INSERM à Paris, entre autres, où on avait exposé donc des rats transgéniques. En fait, il n'y avait que présence d'anticorps IgG, des récepteurs IgG, des neutrophiles et l'antigène. Et s'il y avait les quatre présents, il y avait une anaphylaxie. S'il y avait un des quatre composants qui n'était pas présent, ben, il ne se passait rien du tout. En fait, cette étude-là, qui était très, très complexe et relativement dure à digérer, honnêtement, si on la lit, ben, elle donne la preuve que les IG ne sont pas une réaction normale, sans suite pour la santé. Bon, aujourd'hui, on le sait bien avec le Covid, toutes les grandes, les effets secondaires et les morts qu'il y avait, ben, c'était une tempête d'interleukine, et ceci principalement dû aussi par les IgG,
qui ont été produites lors de l'infection. Bon, la preuve des IgG, elle a donné la preuve que les IgG induisent une réaction inflammatoire et qui sont impliqués dans la cascade inflammatoire. Et ça peut aussi être une explication des effets secondaires de certains vaccins. Par exemple, le vaccin de la grippe qui est élaboré sur des œufs. Et si vous avez des anticorps IgG contre les œufs, ben, vous pouvez avoir des réactions secondaires lors de cette vaccination-là, ou avec le Covid, par exemple, contre l'adénovirus, dans le cas de AstraZeneca, ou contre le PEG, le polyéthylène glycol, dans les vaccins ARN. Bon, mais bien sûr, en conclusion, on peut dire que dans ce modèle-là, les allergènes ont été injectés. Par contre, les aliments sont ingérés. Donc, c'est une grande différence. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas dans le domaine d'une réaction immédiate, mais les allergènes alimentaires, ils doivent passer la barrière intestinale. Certains épitopes sont détruits par la digestion. Il y a une dilution, bien sûr, avec le suc gastrique des allergènes. Et donc, ceci explique qu'on a une réponse retardée et une réponse non aiguë, mais qui, dans le temps, si c'est répétitif, devient chronique. Bon, les IgG sont des marqueurs de contact qui reflètent l'alimentation de la veille. Bon, bien sûr, c'est du non-sens, parce que si cela était vrai, tout le monde serait intolérant aux produits laitiers, au gluten, à la levure, aux œufs, aux salades, au porc, au bœuf, aux pommes de terre, soja, pour ne nommer que quelques-uns, des aliments donc régulièrement consommés. Aussi, comment pourrait-on expliquer que 5% des personnes testées ne présentent pas d'IgG alimentaire? Et dans ces 5%, ce n'est pas des gens qui n'ont pas assez d'anticorps, mais ils n'ont tout simplement pas d'anticorps contre les aliments. Et en plus, il faut savoir que pour produire des IgG, eh bien, cela va prendre au moins 2 semaines après la première sensibilisation et les IgG ont une demi-vie de 23 jours. Donc, de dire c'est l'alimentation de la veille, c'est complètement anodin. Et voici donc des petites statistiques qu'on a fait sur plus de 49 000 patients. Et bien, vous voyez, donc, salade, il y a 2% de positifs, pommes de terre 5%, maïs 8, bœuf 9, porc 10, soja 11, riz 12, levure 13, orange 17. Et puis, il y a effectivement un saut. Donc, il y a le gluten à 45%, le lait de vache à 67% et l'œuf de poule à 54%. Donc, clairement, ces données sont claires. Ce n'est pas l'alimentation de la veille. En plus, on a une étude qui a été faite par un labo en Allemagne qui, justement, voulait prouver que ce n'était pas le cas. Et donc, ils ont fait des mesures d'IgG. Puis, ils ont sélecté donc, des gens qui étaient négatifs pour les œufs, négatifs pour la vache et négatifs pour le lait de soja. Ensuite, ils ont fait une provocation, c'est-à-dire ils ont dû manger en supplément de ce qu'ils mangent quotidiennement, encore 2 œufs par jour. Le deuxième groupe, 3/4 litre de lait de vache et le troisième groupe, 3/4 litres de soja, lait de soja. Après 3 semaines, donc, on a fait une nouvelle mesure d'anticorps et puis les gens ont fait une alimentation normale contenant des œufs, du lait et du lait de vache, mais pas en supplément. Et après 4 semaines, donc, on a refait un test de mesure d'anticorps pour voir s'il y a eu une production retardée d'anticorps. Et à droite, donc, vous voyez le résultat. Donc, le premier groupe, c'est le groupe des œufs. Et bien, vous voyez bien qu'il y a donc le blanc, c'est du négatif, donc c'est en dessous de 7,5. Le vert, c'est au-dessus de 7,5 et ensuite plus haut. Donc, vous voyez, dans les 3 groupes, il n'y a aucun sujet là qui a atteint donc, la barre des 7,5. Donc, clairement, il n'y a pas d'augmentation physiologique du titre d'IgG après la consommation d'un aliment, si on n'est pas sensibilisé, bien sûr. Puis, il y a l'allégation qu'on trouve des anticorps contre des aliments que le patient n'a jamais mangés. Donc, nos tests manquent de spécificité. Encore une fois, c'est faux. Donc, dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'un manque de spécificité, mais plutôt d'un cas de réaction croisée. Donc, on sait bien que certains antigènes sont partagés, ou que plusieurs aliments donc, se partagent le même antigène. Et ceci aussi avec
des pollens, par exemple, donc le pollen du bouleau ou d'armoise, ils peuvent entraîner pas mal de réactions croisées alimentaires. Malheureusement, pas toutes les réactions croisées sont connues et documentées. Et donc, si une réaction croisée est cliniquement significative ou pas, on ne peut le confirmer que par un test de provocation. Parce que certaines réactions croisées ne sont cliniquement plus présentes, mais in vivo, dans le test, ils le sont. Et c'est donc la notion que Marcel avait développée de déclencheur ou de non-déclencheur. Donc, ça concerne principalement donc, les réactions croisées. Et juste pour vous donner un exemple, par exemple, vous pouvez avoir des réactions contre les huîtres, les moules, homards ou crustacés, ou seulement des huîtres ou seulement l'homard, par exemple. C'est pas la nourriture de tous les jours de tout le monde, mais ce n'est pas nécessairement un faux positif. Ça veut dire que vous avez probablement une réaction contre les acariens. Parce que l'antigène principal de l'acarien, c'est la tropomyosine, mais aussi, c'est aussi l'antigène principal des huîtres, des moules, de l'homard ou des crustacés. Donc, dans ce cas-là, on recommande de changer le matelas, le coussin, ou de mettre un drap anti-acarien sur le lit, parce que c'est là où vous avez donc plus de chances de rencontrer ces petites bestioles. Un autre exemple, c'est de temps en temps, on trouve des réactions contre quasiment tous les extraits d'origine végétale. C'est très bizarre, bien sûr, et c'est là pas seulement chez les végétariens, donc ça peut aussi être avec des carnivores. Et dans ce cas-là, c'est une réaction contre les CCD. En fait, c'est des déterminants d'hydrate de carbone, des protéines, et elles sont principalement donc, c'est des déterminants structurels quasiment de toutes les plantes, avec des expressions plus ou moins importantes. La sensibilisation chez l'homme se passe par des piqûres de guêpes ou d'abeilles. Donc, c'est souvent des gens qui ont expérimenté une piqûre de guêpe ou d'abeille dans le passé, qui a entraîné donc cette réaction anti-CCD que nous trouvons donc dans nos tests. En fait, c'est quelque chose qui est aussi détecté dans les allergies classiques, mais dans les allergies classiques, on peut ajouter un réactif pour inactiver cette réaction. Malheureusement, avec les IgG, ce n'est pas possible. Parce que tout simplement, dans les IgG, on est dans une autre plage de concentration, jusqu'à 10 000 fois plus concentrée que les IgE. Et de ce fait, il n'existe pas de réactif pour, disons, décontaminer ces réactions croisées. Dans ce cas-là, il faut tout simplement dresser un tableau des aliments qu'on consomme régulièrement, c'est-à-dire plus que 2 fois par semaine, et s'ils sortent positifs ici, donc on recommande de les éviter pendant 2-3 semaines jusqu'à ce que le corps s'est stabilisé, et puis faire la provocation, donc un peu prématurée qu'on dit en général, et puis donc voir s'il y a une réaction clinique ou pas. Et s'il n'y a pas de réaction clinique, parce que la bonne chose, c'est que la plupart des réactions anti-CCD n'est cliniquement pas significative. Mais dans le test, ils peuvent cacher des réactions réelles, vraies. Et dans ce cas-là, donc, la seule possibilité, c'est de faire le test de provocation. Voilà comment ça se passe. Donc, vous avez donc une hyperperméabilité intestinale. En général, donc, l'aliment ici en gris passe à travers la cellule épithéliale de l'intestin. En général, dans ce cas-là, donc, elle a un drapeau vert, donc le système immunitaire ne va pas répondre. Donc, c'est, comme j'avais dit au début, avec le TGF-bêta. Mais s'il y a des trous, s'il y a une hyperperméabilité intestinale, il y a des fragments alimentaires qui passent inaperçus. Et après, donc, ce sera le système immunitaire qui va donc créer des anticorps et fixer et former des complexes humains circulants avec ces aliments-là. Après, vous avez 2 cas de figure. Soit vous avez la destruction des compléments humains circulants en circulation. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de symptômes spécifiques, donc, mais peut-être des symptômes systémiques, c'est-à-dire hypertension artérielle, prise de poids, carence en fer et des choses comme ça, donc qui sont plutôt de façon systémique.
ou bien les complexes humains donc s'adhèrent au tissu. Et là, par exemple, le tissu, un tissu sensibilisé, et on a une destruction locale du complexe humain, mais qui va aussi détruire progressivement le tissu sur lequel il est rattaché. Et donc, dans ce cas-là, donc, on a le développement de symptômes spécifiques. Un symptôme spécifique, par exemple, ça peut être l'Hashimoto. Donc, les anticorps anti-TPO sont intracellulaires. Donc, si on a des anticorps anti-TPO, ben, en général, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne peuvent pas pénétrer la cellule où se trouve son antigène, mais il faut que cet antigène sorte de cette cellule. Donc, et ceci se fait en général par destruction de l'extérieur. Une cellule qui va en apoptose ne va pas entraîner la formation d'anticorps, mais ce ne sont que des destructions par l'extérieur qui vont faire éclater la cellule, qui vont donner lieu à des anticorps anti-TPO. Et c'est le cas pour l'Hashimoto, par exemple, et aussi, ici, donc, c'est des cas du docteur Mussy. On voit une patiente qui est diagnostiquée, le premier diagnostic a été fait en mars 2016, donc c'est très, très récent. Elle avait une TSH de 5,69, des anti-TPO de 684 et des anti-TG de 189, avec fatigue. Donc, les symptômes, c'était la fatigue, perte de cheveux, cheveux cassants, problème de peau dans le visage. Et son traitement, c'était de l'Utural 50 mg. En octobre, donc, un deuxième dosage de la TSH a été fait. Et bon, pour les cliniciens, c'était pas fait, donc c'était dans les normes. Mais on a vu donc une augmentation, encore une fois, des TPO et des anti-TG et les symptômes persistaient. Donc, pour un hormono, tout est en ordre parce que la TSH est bien. Donc, on continue le traitement. Bon, heureusement, elle a changé de médecin, donc elle est venue chez le docteur Mussy qui lui a prescrit un test d'Imipro. Et en changeant son alimentation, ben, les symptômes ont disparu dans environ 3 semaines. Et ça, c'est relativement classique. Donc, en général, on voit la disparition des symptômes dans les 3 premières semaines. Il y a bien sûr des cas où ça peut durer plus longtemps, mais si le patient est très compliant, il élimine strictement les aliments prohibés. C'est dans les 3 semaines en général qu'on voit 85% des symptômes disparaître. Dans son cas, après 3 mois, donc en février, bon, la TSH toujours au même niveau, mais déjà l'anti-TPO a diminué de 2 tiers, donc à 325. Les TG sont un peu plus persistants, mais le plus important, c'est qu'il n'y avait plus de symptômes. En avril, TSH toujours identique, mais l'anti-TPO a complètement normalisé. L'ATG a commencé à baisser, toujours plus de symptômes. Et en juin, donc, toujours normalisation des anti-TPO et aussi normalisation des anti-TG. Donc, on voit très bien que en évitant ces aliments-là, la destruction de la thyroïde a arrêté et il n'y a plus donc d'échappement donc de TPO dans le sérum, et dans ce cas-là, il n'y a plus d'anticorps TPO détectables. Un deuxième cas aussi, docteur Mussy. Donc là, c'était un Hashimoto connu depuis 15 ans. TSH pour l'hormono, parfait, donc 0,55, mais 2500 d'anti-TPO, avec des problèmes digestifs, des migraines, des fatigues, raideurs, donc elle ne pouvait plus croiser les jambes, les yeux étaient gonflés, elle était sous traitement de 100 mg de lévothyrox. Et bon, aussi, donc, changement de médecin. Il a fait un test d'Imipro en août. Et en octobre, il y avait déjà disparition de symptômes. Et en mars, donc, il a retesté. Donc, la TSH a encore baissé. Mais regardez ici, la TPO, elle a baissé de 90%. Donc, elle est au début 2500. Maintenant, elle est à 350. Donc, elle est après quelques mois après, donc elle aurait été probablement complètement négative. Mais le plus important, il n'y avait plus de symptômes. Puis voilà donc une publication qui est sortie fin de l'année dernière
qui a utilisé, donc c'est une analyse qui a été faite chez les collègues en Pologne, en utilisant nos réactifs. Et là, clairement aussi, donc l'application des régimes réducteurs avec élimination de produits spécifiques, IgG positif bien sûr, s'est avéré être un outil plus bénéfique pour modifier les paramètres ontopométriques et thyroïdiens chez les femmes souffrant d'obésité et de la maladie d'Hashimoto que les régimes réducteurs classiques, et ceci donc en respectant les mêmes valeurs énergétiques et la teneur en macronutriments. Donc c'est clairement la différence, c'est les aliments IgG positifs. Une autre publication qu'on a fait, qu'on a publiée aussi donc fin de l'année dernière, touchait le côlon irritable. Et là, on a comparé donc sur 78 patientes un régime d'élimination IMUPRO, un régime FODMAPs. Vous savez, les FODMAPs sont à la mode pour l'instant. Donc, on a comparé le FODMAPs et un contrôle donc classique recommandé par les gastro-entérologues. Et là, vous voyez la différence. Donc, si vous regardez ici toujours la troisième colonne, vous avez le pourcentage de changement. Donc, pour le FODMAP, on est à moins 26, 45, 23, 36, 68 pour les différentes pourcents d'amélioration pour les différents symptômes. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est vrai. Donc, en éliminant les FODMAPs, on a une certaine amélioration de certains symptômes. Mais si on compare avec le groupe IMUPRO, où on a des taux de changement de pratiquement 90%, donc 85, 87, 84, 71, 89, 100%, 85, 100%, et ainsi de suite. Donc, on arrive donc à une amélioration moyenne de 90% contre 34% pour les FODMAPs, et bon, pas significatif, c'était le groupe de contrôle, bien sûr. Donc, on voit vraiment une supériorité d'un régime, appelons-le un régime IMUPRO, dans le côlon irritable. Bon, je dois aller un peu vite parce que sinon, on ne va jamais terminer. Mais il y a aussi d'autres publications, donc ceux en gras sont aussi effectués avec nos réactifs, surtout très, très intéressants sur la maladie de Crohn. Peut-être on pourra faire encore un webinaire plus ciblé sur ce sujet. La migraine, Marcel l'avait déjà dit, on a nous-mêmes 3 publications donc, sur ce sujet-là. Et effectivement, donc, environ 50% des patients, l'hypertension alimentaire joue un rôle majeur et a contribué donc à la disparition, à l'amélioration des symptômes. Voilà, arrivant aux questions qui ont été posées. Bon, la première question a été pourquoi l'hypersensibilité alimentaire aux œufs est-elle si fréquente, parfois avant le gluten ou les produits laitiers? Ben, c'est peut-être un sentiment, mais disons, elle est au milieu. Donc, elle est au milieu entre le gluten et le lait de vache. Donc, mais c'est vrai qu'elle est très, très importante. Les raisons peuvent être, il y a plusieurs. Donc, l'œuf est omniprésent, tout comme le gluten ou le lait de vache, bien sûr, et sont souvent présents à la fois donc, dans un même aliment. Donc, c'est-à-dire, ça peut être un effet qui se potentialise là-dedans. D'un autre côté, il faut savoir que l'œuf de poule est aussi utilisé donc, dans la production de vaccins, je l'ai déjà évoqué, et une vaccination contre la grippe va absolument aussi induire une sensibilisation aux protéines de lait. Donc, quand vous injectez le vaccin de la grippe, vous allez avoir des anticorps contre la grippe, mais aussi contre la protéine de l'œuf. Bon, la grippe, elle va disparaître parce que vous n'avez plus de contact. Par contre, quand les protéines de lait, de l'œuf, pardon, vous aurez à avoir du contact parce que vous en consommez. Donc, vous allez garder ces anticorps pendant plusieurs années, voire pendant votre vie. Et le plus de gens qui sont vaccinés contre la grippe, bon, de plus d'anticorps contre les œufs, on va les trouver. Donc, ça va conduire à une persistance, effectivement, d'IgG contre les œufs. Et il y a encore une autre probabilité, c'est la probabilité de la réaction croisée
avec des protéines spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'une polyarthrite rhumatoïde, et si on en a, il y a très souvent, donc, il y a une réaction croisée avec les œufs, et donc, il y a une publication qui est parue en 2016 qui justement décrit ce sujet-là, donc la pathogénèse de la polyarthrite rhumatoïde est associée au lait de vache et aux œufs. Autre question, peut-on garder une sensibilité alimentaire à vie? Par exemple, avoir toujours des anticorps contre les œufs, comme après avoir cessé depuis 2 ans. Bon, je viens de l'expliquer. Oui, c'est possible. Soit à cause d'une vaccination à la grippe ou consommation inconsciente de l'aliment sous forme d'ingrédients dans un aliment transformé. Donc, c'est le cas pour l'œuf, par exemple. Mais, par exemple, aussi, on peut avoir des réactions croisées contre un autre aliment ou non-aliment, comme des pollens. Donc, les pollens, vous avez une apparition de pollen chaque année. L'acarien, par exemple. Donc, vous avez un contact contre les acariens, vous éliminez les huîtres, mais si vous n'avez pas toujours le contact des acariens, ben, vous allez garder vos anticorps contre les huîtres. Les virus, donc par exemple, gluten rotavirus, là aussi on a des réactions croisées. Si vous avez attrapé un rotavirus, ben, vous restez très longtemps positif au rotavirus, en IgG en rotavirus, et vous risquez donc de garder vos anticorps contre le gluten à la fois. Et la même chose pour les auto-anticorps. Donc, ça, encore une fois, c'est un sujet pour tout un webinaire. Ce qu'on appelle antigène mimicry, c'est-à-dire il y a beaucoup d'aliments qui ont des épitopes identiques aux auto-anticorps. Et si vous avez des auto-anticorps, eh bien, vous allez toujours sortir positif pour... autre question, comment expliquer que les oléagineux soient aussi des aliments qui ressortent très souvent par la teneur en protéines? Ben, oui, il faut savoir que, bon, d'un côté, on les consomme à l'état original, mais bien sûr, ils sont aussi donc utilisés pour faire des huiles. Et là, je vous ai mis le taux de positivité qu'on a donc sur les 49 000 patients testés pour les différentes oléagineux. On voit effectivement qu'il y a 2 qui sont moins élevés, le noix et l'olive, mais sinon, oui, on tourne sur les 20 à 30%. Il faut aussi savoir qu'il y a une très forte réaction croisée entre l'amande et le noix de Brésil, donc souvent donc, les 2 sortent ensemble. Et il faut savoir que surtout les huiles dites vierges contiennent encore des protéines. Donc, si vous avez l'huile d'olive pressée à froid vierge, ben, ce n'est pas que de l'huile, il y a de l'eau dedans et il y a aussi des résidus protéiques dedans qui peuvent qui peuvent nuire. Là, voilà, donc c'est la question suivante. Donc, si l'on réagit à l'olive, peut-on consommer l'huile d'olive, idem noix de coco et l'huile de coco? Ben, honnêtement, non. Ben, moi, j'étais positif au sésame et je vois une forte réaction quand je mange de l'huile de sésame. Donc, non, nous ne recommandons donc pas la consommation d'huile si l'aliment originaire est positif, car souvent et surtout dans les huiles dites vierges, donc les protéines sont encore présentes, ce qui n'est pas le cas dans les huiles raffinées. Donc, si vous voulez donc utiliser certaines huiles, vous pouvez prendre les huiles raffinées, bien qu'au niveau nutritionnel, ils ne sont pas si bons que les autres. Mais dans ce cas-là, au moins, vous n'avez plus de contact avec la protéine. Peut-être avoir une hypersensibilité à des huiles pures? Ben, en général, non, parce que si les huiles sont vraiment pures, c'est-à-dire s'ils n'ont pas de résidus protéiques, je pense que la consommation est possible. Voilà. Est-ce que le polymorphisme génétique peut expliquer en partie ce qui soit un aliment en particulier qui sort ou pas, ou un autre? Oui, bien sûr, les polymorphismes génétiques peuvent éventuellement expliquer certaines intolérances, bien qu'il n'y en a pas trop qui sont étudiés. Mais on en connaît quelques-uns quand même. Par exemple, la déficience en peptidase 4 donc, entraînera donc une
une digestion inadéquate du gluten et de la caséine, donc du lait de vache, qui peut donc donner lieu à la formation excessive d'antigènes et d'anticorps. Une étude, par exemple, qu'on a fait avec nos collègues en Norvège a montré que une forte parallélité donc, entre une déficience en DPP4 et la présence d'IgG contre le gluten et la caséine. Et là, donc, on propose aussi un test qui s'appelle UriPep, justement pour détecter si cette déficience de peptidase 4 est présente. Elle est importante, à mon avis, parce que celle-ci, c'est une déficience à vie. Donc, c'est-à-dire, dans ce cas-là, vous n'allez pas retolérer le gluten ou la caséine parce que vous avez ce problème digestif qui est récurrent et qui sera toujours là et qui en général donne donc lieu à des troubles de comportement et de constipation. Donc si vous avez des patients qui ont à la fois des troubles de comportement, c'est-à-dire anxiété, dépression, agressivité, tout ce qui tourne autour de ça, et ou des constipations chroniques qu'on ne peut pas vraiment traiter, eh ben, là, c'est le patient idéal pour voir s'il n'y a pas de déficience en peptidase 4. Et bien sûr, on connaît tous les polymorphismes HLA qui conduisent à une intolérance au gluten, voire même maladie cœliaque. Donc, certainement, les polymorphismes génétiques ont un intérêt, mais malheureusement, donc, on n'a plus le droit de les tester. Donc, en France, je pense que c'est défendu. Au Luxembourg, c'est défendu. Donc, il y aura peu de publications qui vont aller dans cette direction-là, malheureusement. Voilà, je suis arrivé à la fin. J'espère que, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. On va voir. Merci bien, Camille. Effectivement, la réalité est qu'on a un peu dépassé, mais on peut effectivement traiter des questions. Il y a eu, je crois, aussi des éléments dans la conversation, mais on a dépassé, ça c'est une réalité. Je ne sais pas si spontanément il y a des questions ou des commentaires, mais là on est déjà à 1h15. Mais en tout cas, merci pour votre patience. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, allez-y, c'est le moment. Ou des commentaires. Moi, je voulais dire que effectivement, tu as mentionné la cosmétique, Camille, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, que en fait, effectivement, le processus d'exposition peut passer par la peau, aussi par la respiration, hein, les voies pulmonaires, et que il y a une différence de timing, mais que en fait, par la peau, s'appliquer des extraits de lait ou de autres, hein, ou de blé même, par des pommades ou autres, vous aurez les mêmes effets. Camille, tu confirmes, hein? Et Oui, donc, il faut toujours, dans l'anamnèse, y penser. Vous allez avoir des personnes qui vont s'améliorer, mais qui vont oublier de changer aussi leur cosmétique. absolument. Voilà. Ça, c'est important. Après, pour ce qui est des idées pour les prochains séminaires, effectivement, bien, je crois que la maladie de Crohn, qui est une maladie, alors on ne va pas dire orpheline, mais qui concerne, je crois, plus de 300 000 personnes en France, hein, c'est énorme, bien, nécessiterait peut-être une approche spécifique, puisqu'il y a beaucoup de publications qui ont été faites, hein, des études aussi, Camille. Aussi, tout ce que tu as dit sur les auto-anticorps, réactions croisées et autres, je pense que ça justifierait peut-être un prochain approfondissement. On ne manque pas d'idées, hein. Et donc vous serez informés. Et voilà, je voulais vous remercier. Après, pour ce qui est, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Un message que je voulais faire passer aussi, pour notamment ceux qui débutent, qui démarrent dans la prescription avec Immupro, c'est de nous solliciter. On vous appellera de toute façon, c'est de partager avec vous les résultats et puis de les interpréter au début si vous voulez. Le message principal étant que vous n'êtes pas seul, on peut vous aider, on veut vous aider. Et je dirais que petit à petit, vous allez monter en puissance. Mais ça, c'est vraiment important que vous sachiez que nous, on travaille beaucoup après le test, quoi, que l'on maîtrise, pardon. Et vos patients peuvent nous appeler aussi. On développe aussi des choses pas mal au niveau applicatif, c'est-à-dire des applications qui vont permettre d'organiser la rotation, de faire des listes de courses. Prochainement, vous serez informés. À partir du profil, hein, qui est un QR code dans le rapport, eh bien, vous allez avoir, disons, un accompagnement de ce que vous pouvez aller commander, acheter comme ingrédient, et ça va jusqu'aux recettes. Donc ça va être une réalité très prochainement. Voilà.
Camille, je ne sais pas si tu veux préciser quelque chose. S'il n'y a pas plus de questions, on a été un peu tardif. S'il y a des questions, allez-y, mais je pense qu'on peut mettre fin à la présentation. Et voilà, moi, on pense avoir de plus en plus de personnes. Allez-y si vous avez des questions. Non, merci beaucoup, hein. J'avais effectivement posé pas mal de questions et effectivement, je suis très contente d'avoir eu les réponses. Voilà. Merci. On vous enverra donc le PowerPoint, enfin l'enregistrement, pardon. Là encore, on a un fonds documentaire qui peut vous aider peut-être à creuser toutes les publications, mais aussi on a un certain nombre d'éléments, de plaquettes, vous voyez, qui peuvent vous aider dans votre cabinet ou à expliquer. En fait, l'explication des MUPRO, ben, j'en suis un exemple, ça se fait pas très vite, donc, mais si la personne a lu quelque chose avant, ça va lui parler, ça sera d'autant plus facile pour vous de déclencher cet intérêt pour ce travail personnel sur son alimentation. Donc ça, on peut vous aider aussi. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez prévu de faire des choses par rapport aux troubles autistiques et aussi à l'épilepsie? Parce que moi, je travaille beaucoup là-dessus et effectivement, je vais avoir des personnes qui réagissent à énormément d'aliments. Mhm. Voilà, c'est pour ça que je posais aussi toutes ces questions. Ce qui n'est pas Oui. simple du tout. Oui. Et voilà, même des aliments qui ne vont pas sortir, même des huiles qui vont quand même réagir. Mhm. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Voilà, si vous Alors, on creusez. peut le creuser, on peut avec, bien sûr, avec vous-même, votre équipe, proposer quelque chose. Je ne sais pas, Camille, si on a mené des études particulières. Il y a des études, effectivement. Donc, il y a une personne qui s'appelle Sévérance qui a publié pas mal de choses sur tous ces troubles de comportement, épilepsie, schizophrénie, des choses comme ça. Donc, il y a pas mal d'études aussi sur des vétérans américains, donc des soldats qui ont développé tous ces problèmes-là après être rentrés de la guerre. Et on a trouvé effectivement que il y a une très forte corrélation entre certains aliments, donc IgG positifs, et leurs problèmes. Donc oui, je pense que c'est un sujet ou un thème où vous pouvez avoir beaucoup de succès parce que on n'a pas besoin de médicaments, donc il y a pas d'effet secondaire. Donc il y a toujours une amélioration. Je ne vais pas dire qu'il y a une guérison complète, c'est peut-être un peu trop, mais dans toutes ces maladies chroniques inflammatoires, même si on ne peut pas les guérir à 100%, on peut arrêter la progression. Et déjà ça, c'est énorme et on peut améliorer la symptomologie. Je ne dis pas toujours que, et d'ailleurs on n'a pas de données où on a une disparition de 100%, donc ce ne serait pas sérieux non plus, mais on a des taux très très hauts d'amélioration et de satisfaction et surtout, et même sur des ALS par exemple ou MS, donc, on a des améliorations, mais c'est pas là, dans ce cas-là, c'est pas des améliorations dans 3 semaines. Là, donc, ça prend plusieurs mois, voire un an. Mais on peut arrêter, freiner la progression et on peut même améliorer l'état du patient. D'accord. Alors, on peut peut-être partager ces publications avec vous, docteur Charlet, mais aussi avec l'équipe. Alors, j'ai juste peut-être, je voulais mentionner une question de notre invité Jean-Yves. Hein, voilà, relation, intolérance alimentaire et taux de neurotransmetteurs. Je crois qu'on a des choses à dire là-dessus. J'ai en tête une slide que tu présentes souvent sur notamment la sérotonine et puis l'inhibition finalement Ah, en partant du tryptophane. Voilà. oui, oui, justement. Donc, si vous avez bon, je sais pas la slide disponible maintenant, mais c'est clair. Donc, l'inflammation chronique a un impact énorme sur les neurotransmetteurs, surtout sur la sérotonine, parce que l'inflammation intestinale va transformer la tryptophane en kynurénine. Donc, elle va enlever le tryptophane pour la synthèse de la sérotonine, et donc vous allez avoir un manque de sérotonine. Manque de sérotonine, on sait bien, c'est le début des états dépressifs. Mais d'un autre côté, vous avez aussi le cortisol qui va augmenter. Si vous avez le cortisol qui augmente suite à la réponse donc immunitaire et anti-inflammatoire du corps, vous avez une diminution, encore une fois, de la mélatonine parce que le cortisol est la contrepartie de la mélatonine. Donc, vous allez pas dormir
vous allez dormir mal, vous n'allez pas avoir un bon sommeil, et ça va donner donc un cercle vicieux. D'un autre côté, vous aurez l'augmentation de la monoaminooxydase. Et la monoaminooxydase, c'est une des deux enzymes qui dégrade donc les catécholamines, donc l'adrénaline, noradrénaline et dopamine. Donc là aussi, donc, vous allez avoir une diminution de ces paramètres-là. Et en fin de compte, la kinérunine, elle est neurotoxique, et il y a des publications qui montrent que justement ce chemin-là est un des chemins importants lors du développement de l'ALS et de l'AMS. Donc, il y a un lien très... D'accord. Peut-être une idée de séminaire prochain aussi. Ouais, ça serait intéressant. On a parlé de tout ce qui est... Avec l'écologie intestinale et tout ça, qui est bien sûr important dans ce domaine aussi. Ok. Bah, merci Camille, une nouvelle fois. À chaque fois, j'apprends des choses, mais surtout d'avoir accepté de partager comme ça. On va le refaire, on va essayer d'être de plus en plus spécifique. Si vous avez des idées, hein, on peut s'associer. Et voilà. Voilà, j'allais dire, si vous avez des suggestions de Voilà. sujets, on est ouvert. Voilà. Ok. Bon, ben, je crois qu'on va clôturer parce qu'on a bien dépassé. Et comme le dit, c'est enregistré. On va vous transmettre tout ça. Et vraiment, on sera heureux de vous retrouver à une prochaine édition. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore à vous tous et à vous toutes. Et je vous dis à bientôt. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.